24 News, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'Hebdo Show. Et pour cette partie, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Achir, expert en économie et enseignant universitaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, on va justement parler avec vous, on va parler économie ce soir, à commencer par les ambitions, messieurs, du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'industrie automobile. Faisal, il en a d'ailleurs été question cette semaine en Conseil des ministres. Absolument, et le président Abdelmadjid Tebboune a salué les concessionnaires sincères qui œuvrent à assurer une véritable industrie automobile, rompant avec l'histoire sombre de certains fraudeurs qui opéraient dans ce secteur avant 2019. On sait qu'il y a beaucoup d'affaires en justice, notamment, on citera le nom de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchoualeb, qui est demandé par la justice algérienne, et que la France refuse donc de remettre à l'Algérie pour qu'il soit jugé dans le pays. Le président Tebboune aussi a insisté sur la nécessité absolue d'impliquer les entreprises algériennes de sous-traitance qualifiées dans différentes spécialités, parce qu'il s'agit aussi d'avoir des projets avec des partenaires japonais, français, italiens et autres dans le secteur de l'automobile, mais qu'il faut qu'ils soient des projets intégrés. L'idée très importante, ça a été évoquée par le président Tebboune à plusieurs reprises, c'est d'atteindre une contribution du produit intérieur brut de l'industrie de l'ordre de 12%, considérant, le président Tebboune dans ce Conseil des ministres considère la construction automobile en Algérie, avec des entreprises donc, qui activent en Algérie, comme un objectif stratégique de l'industrie nationale. Mohamed Achir, le secteur automobile a connu de nombreux dérapages par le passé, vous le savez. Il est important aujourd'hui de reprendre les rênes et de remettre de l'ordre dans ce secteur. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'objectif même de la politique industrielle actuelle, parce qu'il y a quand même actuellement des objectifs tracés, d'abord sur le plan macro, c'est de porter un peu la valeur ajoutée de l'industrie à 12% au moins du PIB d'ici à moyen terme au moins, et puis relancer un peu les industries qui sont manufacturières et des industries qui contribuent à la relance d'un tissu industriel et d'un tissu, c'est-à-dire de sous-traitance important. Et quand on prend la filière automobile, c'est une filière permettant justement de relancer l'industrie d'un pays, et c'est une filière qui a besoin quand même d'un réseau de sous-traitance très important, dense, et qu'on retrouve aussi dans plusieurs branches d'activité industrielle, la mécanique, l'électronique notamment, mais aussi maintenant il tire plusieurs secteurs ou bien plusieurs branches, c'est-à-dire l'industrie automobile crée ce qu'on appelle en économie l'effet d'entraînement. Donc il fait entraîner plusieurs branches d'activité et crée aussi beaucoup d'emplois. C'est pour cette raison qu'on la classe d'ailleurs dans les industries manufacturières. Et puis, emploi direct et emploi indirect aussi. Bien sûr, même surtout les emplois indirects maintenant avec les services, etc. Donc je pense que pour tout pays qui ambitionne une industrialisation, doit se focaliser davantage sur les industries automobiles et surtout en matière d'intégration de cette industrie. C'est-à-dire il faut y aller dans la remontée de la filière. Il ne faut pas rester seulement dans ce que vous avez rappelé tout à l'heure, l'histoire de SKD, CKD, etc., dans laquelle l'Algérie n'a pas tiré assez profit en matière. On n'a pas tiré du tout de profit. On n'a pas tiré du tout de profit. On a perdu de l'argent, bien au contraire. Entre la surfacturation et le gonflage de pneus, on a perdu de l'argent. On n'a pas tiré. L'Algérie a perdu ses réserves de change dues à l'escroquerie à grande échelle que l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchoualeb, a organisée pour piller les caisses de l'Algérie. On n'a pas tiré de profit. L'Algérie a été perdante de A à Z sur l'ancien programme de l'industrie sous Bouchoualeb. Tout à fait. Je voulais être peut-être un peu gentil, mais... Il faut peut-être rappeler que les concessionnaires de l'époque ont été incarcérés. Sur les deux choses, il faut être direct et honnête. Il n'y a pas de langue de bois ici, monsieur. Il n'y a pas de langue de bois. C'est un vendu qui a vendu son pays pour de l'argent, tout simplement. Voilà, donc maintenant l'essentiel c'est d'y aller justement vers cette intégration et la remontée de la filière automobile. D'autant plus que nous sommes maintenant quand même dans un contexte permettant un peu la relance de plusieurs branches d'activité industrielle. Il y a d'abord cette volonté politique, mais aussi il y a des avantages comparatifs assez intéressants que nous devons transformer en avantages compétitifs et surtout cibler ces filières. La filière automobile, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps en la matière.
maintenant depuis peut-être 2 décennies, on n'a pas pu faire quelque chose dans cette filière. Contrairement à la filière de l'électroménager, par exemple, qui a connu quand même un certain nombre c'est-à-dire de remontées de filière et qui a marqué quand même des points en matière d'auto d'intégration. On a des produits qui sont intégrés à 100% dans l'industrie. Mais par contre, dans l'industrie automobile, il y avait l'absence carrément d'une politique claire depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire depuis les 2 dernières décennies surtout. Il n'y avait pas de politique claire. Et puis on a ouvert le marché, une quarantaine de marques commercialisées, c'était de l'import, c'était carrément de l'import. Après, on n'avait pas une stratégie d'insertion et de négociation avec les groupes. Qui vidaient les caisses et qui vidaient les réserves de change de l'Algérie. Ah oui, mais parce c'est ça. Parce qu'en plus de sortir des devises, ces pseudo-oligarques faisaient de la surfacturation. Oui, il y a eu une année dans laquelle on a atteint les 7 milliards de dollars d'importation annuelle. C'est juste... C'est énorme. C'est démentiel. C'est démentiel. Et puis, il faut rappeler une chose aussi, que même le cahier des charges relatif à la sécurité automobile n'a pas été respecté. On a importé de n'importe quoi aussi. Il y a eu de la surfacturation. La sécurité du véhicule n'a pas été respectée. Donc le consommateur a été aussi livré à lui-même en matière de sécurité. Et puis c'est très important tout ça. De sécurité, également de garantie du véhicule. Il y a maintenant un problème aussi de garantie. Beaucoup de véhicules sont sans garantie, du fait que les constructeurs ont travaillé avec des cahiers des charges faussés, où ils n'avaient pas une obligation de prise en charge de garantie, de service après-vente. Peut-être expliquer tout ça a créé justement le blocage de l'industrie automobile. Quand vous avez un ministre de l'Industrie, que je nomme, d'accord, qui s'appelle Abdeslam Bouchouareb, qui, après avoir pillé les caisses de l'État, va se réfugier chez l'ancien colon. C'est tout un système qui a été créé. Tout à fait. C'est tout un système qui a été mis en place, justement pour massacrer l'industrie automobile algérienne. Quand vous venez et vous me ramenez des usines où vous gonflez, vous me faites des grands hangars, vous prenez des terres, justement, qui sont destinées à l'industrie, mais ces hangars qui sont fabriqués, à l'intérieur, on gonfle des pneus, on monte des roues et on met des autocollants. C'est quoi? C'est du maquillage déguisé, d'une importation faussée, mais de A à Z. C'est-à-dire qu'on n'est même pas trahi sur la qualité du produit, qui n'est pas conforme au marché, au cahier des charges algérien, mais on est même faussé et, on va dire, volé sur toute la chaîne qui va jusqu'au service après-vente. Il y a des voitures qui ont 7 ans, 8 ans, qui sont maintenant en panne et on ne peut pas les réparer parce qu'elles ne correspondent pas au marché algérien. Il y a du Euro 4, il y a du Euro 5 qui ne sont pas destinés au marché africain, ce sont des véhicules qui sont destinés à l'Europe, qui ne sont pas destinés au carburant, à la chaleur, il y a beaucoup de facteurs et qui ont quand même été vendus comme véhicules produits en Algérie alors que tout est pipé, tout est faux. Tout a été basé sur du mensonge et sur de la trahison. Donc ça, c'est une trahison d'État, ce qui a eu lieu. Le ministre de l'Industrie a trahi son pays. On peut revenir quand même sur la jeunesse, c'est important parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé réellement. D'abord, on peut féliciter le président de la République quand il a dénoncé les importations déguisées et ça lui a coûté sa place. Et ça, c'était un geste de héros de l'État parce qu'il a dit on apporte SKD, en fin de compte, c'était juste des véhicules tout faits, on mettait les pneus, on les vissait. Et on mettait des autocollants aussi. Tout à fait. Et ensuite, il faut rappeler, c'est important parce qu'il faut que les gens aient une idée globale de l'arnaque. On a eu une signature d'un accord qui avait donné l'exclusivité pendant 5 ans à Renault pour placer, soi-disant, une usine de construction. Le cahier des charges, c'était 30% taux d'intégration. 5 ans plus tard, moins de 5%. Donc déjà, c'était une arnaque sur plate. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a signé tout un tas de contrats avec d'autres importateurs qui ont fait semblant, c'est l'usine, ça a été dit par Mehdi très justement, qui ont fait semblant de placer des hangars dans lesquels on assemblait vaguement quelques éléments. Ça ne répondait pas à deux éléments impératifs que le président avait soulignés. Ça, j'avais apprécié ce discours-là parce qu'il était structuré intellectuellement. Il a dit, comment se fait-il qu'on fasse du thermique alors qu'un véhicule, normalement, aujourd'hui, on bascule vers ou l'hybride ou l'électrique. Surtout sur un pays où on a l'électricité en abondance. Ensuite, il a expliqué comment se fait-il qu'on fasse de l'importation déguisée alors qu'on voulait faire, l'époque de la Fatiha, un véhicule algérien ou au moins un véhicule construit à 100% en Algérie, sachant que des concurrents dans d'autres pays le font parfaitement. Eh bien, tout ça a été arrêté parce qu'effectivement, c'était une façon de détourner l'argent, de sortir la devise et d'assécher le pays. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut rappeler, vraiment c'est important et vous le savez déjà, le taux d'intégration, c'est quoi? C'est les équipementiers, c'est ceux qui construisent les éléments du véhicule. Un véhicule, c'est essentiellement un constructeur de moteurs, c'est un motoriste.
Après, il a besoin de tout un tas, un univers économique pour faire le travail. Quand on fait de l'usine de montage, c'est 1200 salariés maximum. Quand on fait un écosystème où on a tous les équipementiers, c'est 120 000 à 150 000 employés directs. C'est-à-dire que c'est vraiment, si on fait ça sur chaque véhicule, on peut créer pratiquement 1 million d'emplois avec 10 constructeurs. Le seul secteur d'activité où on n'a pas trahi, c'est dans le secteur militaire, et c'était évoqué d'ailleurs, où le taux d'intégration est monté à plus de 70%. Là, effectivement, en termes de fabrication de véhicules militaires, à Tiaret, il n'y a pas eu de détournement et d'arnaque. On a vraiment des véhicules qui sont fabriqués sur place. Et je pense que ce modèle-là doit être absolument reproduit au niveau du civil. Et je pense que les réformes refaites actuellement, avec des négociations très âpres, qui sont faites avec les constructeurs, on les oblige à répondre à ce cahier des charges d'au moins 30%, voire 50% d'intégration. Et il semblerait que l'Italie, avec le groupe effectivement Fiat, c'est un grand groupe international, réponde à ces besoins-là. Moi, je vais te dire une chose, Gamal. Je préfère que l'Algérie, et c'est mon avis, et ça n'engage que moi-même, commence déjà avec maximum 4 à 5 constructeurs. Qu'on y aille tranquillement. Parce que si tu fais porte ouverte à tous les constructeurs, ça va aller dans tous les sens. Et ça va être tout et n'importe quoi. On va avoir tous les résidus de tous les concessionnaires mondiaux qui vont venir s'attaquer au marché algérien. Donc, il vaut mieux déjà cibler 4 ou 5 grands concessionnaires mondiaux, dont c'est leur système. Les inviter, travailler avec eux, faire un partenariat gagnant-gagnant avec de la production locale, avec du montage local mais complet, pas pour me gonfler des pneus, pour me mettre des autocollants, d'accord, et pour surtout faire une passation de formation de main-d'œuvre, pour que ce soit des Algériens qui construisent des véhicules étrangers en Algérie. Transfert de compétences. Et on en a les C'est un capacités, transfert on en a largement les capacités, que ça soit en moyens techniques, que ça soit en moyens humains, que ça soit en moyens fonciers, que ça soit en moyens fonciers. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand vous me faites une usine en Algérie et que le concessionnaire, à l'origine, l'a fait dans l'Europe de l'Est, d'accord, avec des charges qui sont 2 fois plus importantes, des charges, je parle sur le plan de vue humain, et que vous me faites aussi avec des charges sur le plan de vue énergétique entre 4 et 5 fois plus importantes. Et bien le concessionnaire, quand il vient créer et faire de la production en Algérie, il fait de l'Algérie un hub industriel. Et il construit des véhicules en Algérie. Pourquoi ? Pour satisfaire le marché algérien, le marché local, et aussi pour faire de l'exportation vers l'Afrique, parce que ça sera des véhicules qui seront produits en Afrique avec des normes justement qui répondront au cahier des charges africain. Donc ça veut dire en termes de chaleur, en termes de pneumatique, en termes de sécurité, en termes d'airbag et tout ça. Et bien si les concessionnaires sont un tant soit peu intelligents, ils gagneront beaucoup plus d'argent à construire des voitures en Algérie que de les construire ou au Maroc, où l'électricité est 5 fois plus chère, ou en Roumanie, où l'électricité est 5 fois plus chère, ou au Brésil, où l'électricité est 5 fois plus chère. Et les salaires seront moins. Si vous me permettez, il y a aussi d'autres logiques. Parce qu'il ne faut pas seulement mettre en avant les avantages comparatifs dont dispose le pays. C'est vrai, on a beaucoup d'avantages en matière d'énergie, le coût de main-d'œuvre, en matière de position géographique, en matière de marché, même la solvabilité du marché, la solvabilité aussi du pays. La solvabilité financière du pays. Voilà. On peut accueillir des partenaires industriels avec du gagnant-gagnant et du 50-50. Okay. Sans compter que la demande est importante aussi. Il faudrait d'abord comprendre les logiques de négociation dans les chaînes de valeur. Chaîne de valeur, si on négocie avec un constructeur européen, donc il y a une chaîne de valeur avec l'Europe, par rapport aux équipementiers surtout, par rapport au réseau de sous-traitance, par rapport aux fabricants de différents composants. C'est plus de peut-être 20 000 pièces, et il y a plusieurs équipementiers, et il y a ceux qui se positionnent sur les mises aux composants, sur la pièce, et la carrosserie, etc. Et puis vous avez une autre logique aussi, c'est la logique de long terme aussi. Quand on négocie, il faut négocier à très long terme. Et à partir de là aussi, c'est vrai qu'il y a des effets de concentration, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous parlez de choisir 4, 5, ça relève justement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une politique industrielle. Il faut avoir cette politique industrielle claire. Un constructeur asiatique, européen, américain, je ne sais pas. Et à partir de là, il faut une vision très claire, de très long terme. Et puis commencer justement par aussi le compétitif.
Il y a l'avantage comparatif, mais il y a l'avantage compétitif. L'avantage compétitif aussi, c'est dans la capacité de fournir une main-d'œuvre très compétente, qui maîtrise aussi le process, qui maîtrise l'industrie automobile. Donc, présenter aussi des sous-traitants locaux algériens. Dieu merci que maintenant, on commence à voir quelques entreprises qui émergent. D'ailleurs, le président de la République, il insiste sur le fait d'intégrer ces sous-traitants algériens qualifiés. Oui, on a des fabricants maintenant de quelques pièces, de composants. Nous sommes aussi en phase de lancer surtout l'acier plat pour la carrosserie. Il y a Tossiali, je pense, qui va faire l'acier plat. Il y a une usine de fabrication de pneus qui est en réalisation. À Oran. Iris. On a non, elle est en réalisation. Iris produit. Ah oui, Iris, oui. Ça, c'est une autre. Qui s'intéresse à l'Algérie pour aller dans le sens de Mahdi. Je vous citerai le directeur de la Chambre algéro-allemande qui dit que le marché algérien figure parmi les marchés les plus prometteurs du continent africain, caractérisé par une demande de plus en plus forte de véhicules neufs. Il y a Volkswagen, par exemple, qui s'intéresse à l'Algérie. Il y a Hyundai, le coréen Hyundai. Il y a les Chinois BAIC et Jacques. Il y a aussi et il y a le Renault Truck qui fabrique donc les camions comme Daewoo Truck. Donc il y a beaucoup de demandes. Qui est suédois maintenant. Absolument, ils sont encouragés par le. Qui est sous pavillon suédois. Absolument, c'est sous Volvo Trucks. Le climat d'affaires maintenant est devenu attractif. C'est vrai qu'il y a eu une Aïsaba, une bande évoquée par Mahdi, qui a vraiment cassé le marché. Qui a tenté de casser le marché, de ternir l'image de l'Algérie en matière de construction automobile. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de demandes qui sont réelles. Parce que ces grands Volkswagen, c'est parmi les meilleurs groupes au monde. Il est le deuxième ou troisième. Donc le fait qu'il s'intéresse à l'Algérie, ça veut dire que l'Algérie est un marché attractif. Un marché attractif, c'est un marché prometteur. Prometteur, et c'est aussi une ouverture vers le monde africain et également le monde méditerranéen et moyen-oriental. En termes de géostratégie, un grand concessionnaire qui s'installe dans un pays avec 1600 km carrés de côte, avec un accès direct à la Méditerranée, avec un accès direct à l'Europe et surtout avec des options de livraison sur tout le marché africain, en termes de géostratégie, c'est juste exceptionnel. C'est bingo, ça. Et tous les grands concessionnaires font la cour, et je vous le dis, quand moi je vous le dis en connaissance de cause, font la cour justement au marché algérien, parce qu'ils connaissent le potentiel du marché algérien pour le marché local, mais également pour l'exportation à partir du marché algérien. C'est-à-dire que ça serait une base de production locale et une base d'exportation pour couvrir les besoins du marché africain, qui sont aussi énormes. Donc c'est très important de savoir également quelque chose, c'est que le foncier algérien pour l'industrie est exceptionnel. Quand tu peux faire une usine à Oran, tu peux en faire une autre à Gigel, tu peux en faire une autre à Annaba, tu peux en faire une autre à Boumerdes. Et tout ça, tu as des côtes tout autour. Donc tu as une facilitation d'accès pour tes bateaux et tu as une facilitation d'accès également pour exporter ces véhicules. Oui, excusez-moi monsieur, je vous redonne la parole dans quelques instants. Juste une question pour Badis Khnissa. Si on suit la logique de Mahdi, est-ce que ça voudrait dire que l'Algérie se positionnerait aujourd'hui comme un hub du commerce africain ? Plus que ça, l'Algérie se positionne dans une géoéconomie stratégique. Et Mehdi me tend la perche, effectivement, parce que je voulais évoquer la tendance mondiale, et notamment occidentale, et plus précisément européenne. Nous avons des intégrateurs, pour en citer qu'un seul, Valeo, qui connaissent des crises latentes, des crises aiguës, qui dégraissent d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'ils subissent des plans sociaux, pour vous dire. Donc l'Algérie s'inscrit dans une équation dans laquelle elle a un ascendant. Dans une marge de négociation dans laquelle elle a l'avantage. Contrairement à certains pays, et on n'a pas honte de le dire, notamment le Maroc, qui aujourd'hui n'obéit pas à la règle, mais surtout aussi qui va dans une déliquescence économique dans laquelle il n'est plus maître, et d'ailleurs il n'a jamais été maître de l'équation économique de son propre pays. Donc vous voyez que l'Algérie aujourd'hui, elle est dans un écosystème, effectivement oui, je reconnais, on reconnaît tous, tous les téléspectateurs, tous les Algériens reconnaissent qu'on revient de très loin, le président de la République revient de très loin, avec un passif dans lequel nous avons un ministre de l'Industrie, au lieu de défendre souverainement cette économie algérienne, il a tout fait méthodiquement et systémiquement pour la déconstruire et la phagocyter et l'exploser. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi on revient de très loin? Puisque au-delà de l'aspect juridique, au-delà de l'aspect légal, au-delà de l'attractivité, la fiscalité incitative et autres, on s'inscrit au-delà de tout ça, c'est qu'on s'inscrit dans une création d'écosystème. L'Algérie ne veut plus que
monter des voitures, elle veut créer un écosystème et elle veut être dans un rapport entre parenthèses de force, puisqu'en économie, vous le savez comment ça se passe. Donc, dans un rapport de force dans lequel, d'abord, elle instaure un contexte de coopération win-win, dans lequel, effectivement, il y a ce transfert de technologie, dans lequel, maintenant, les intégrateurs, comme Valeo et autres, vont devoir se soumettre, notamment dans une gradualité de transfert d'expertise et technique et autres. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir que même des écoles, notamment techniques locales, sont en projet. Mais juste pour comprendre aussi l'ampleur de ce volume, de ce marché, il faut rappeler aux téléspectateurs que le marché de l'automobile algérien, il est estimé à plus de 400 000 véhicules par an. On prévoit en objectif primaire, effectivement, graduel, d'en produire 200 000 localement, et in fine, avec une stratégie bien pensée, qui a en tout cas, qui est bien rodée, qui a aussi un ancrage aujourd'hui très patriote, très souverain, puisqu'on est en train de forger une économie souveraine, Mehdi. Donc, on est en train justement d'avoir, et bravo à toi, Badiz, d'avoir notre souveraineté industrielle. Tout à fait. Exactement ça. Tout à fait. Il faut traduire quand même souveraineté. C'est-à-dire que ce qui est posé en Algérie, sur les grands investissements, c'est un contrôle par une société algérienne de 51% du capital. Traduction rapide, dans d'autres pays que je nomme pas, le capital est tenu à 100% par l'étranger, ce qui fait que les bénéfices vont à 100% dans les projets étrangers. En Algérie, rien que l'affaire Renault, on avait stoppé l'importation, c'est c'est fini, et pour autant ils n'ont pas pu partir, parce que le propriétaire est algérien. Quand on a 51% du capital, on est souverain chez soi. Très bien, merci messieurs. Alors on va continuer à parler du développement de l'économie de notre pays avec cette avancée fulgurante. C'est les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Tindouf au gisement de fer Garage Villette sur 135 km ont été achevés. Faisal, l'annonce a été faite cette semaine par l'Agence nationale d'études et de suivi de réalisation des investissements ferroviaires. C'est vrai que c'est un immense projet, parce que les mines de Garage Villette, on en parlait depuis les années 70, mais le projet n'a jamais été concrétisé. Le président Abdelmajid Tebboune, dans sa stratégie industrielle qu'on évoque depuis tout à l'heure, a beaucoup insisté sur ce méga projet parce qu'il s'agit d'extraire du fer pour l'exploiter localement, mais également l'exporter. Et cette ligne sur 135 km, elle lie Tindouf au gisement de Garage Bilad. Tindouf, c'est dans le sud-ouest algérien. La nouvelle ligne ferroviaire fait partie du méga projet de ligne ferroviaire minière reliant le sud-ouest et le nord du pays. Une voie sur 950 km, c'est presque 1000 km. Donc de Tindouf à Béchar. Et l'achèvement a été fait en grande partie par les entreprises algériennes. Il faut rappeler seulement, Nouhed, que le gisement de Garage Bilad, c'est à peu près 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer. C'est parmi les gisements les plus importants au monde. Et donc, ça va effectivement, on parlait tout à l'heure de la souveraineté économique, ça va densifier, consolider cette souveraineté économique du pays. Et également, ça sera des projets qui vont aussi servir à la région, parce que Tindouf, c'est une région dans le sud-ouest algérien, c'est en plein désert. C'est un projet créateur d'emplois et également créateur de richesses pour l'ensemble de la région. Et ce projet a été achevé 135 km. Les délais ont été précisés que c'était le début juillet 2025. Oui, c'est un temps record. C'est un record et le délai a été réellement respecté. Ça veut dire que les entreprises algériennes qui participent à ce projet respectent les engagements, contrairement au passé, on laissait les délais dépasser pour avoir les surcoûts, etc. Mohamed Achir, c'est une étape majeure en matière d'exploitation du gisement de fer et de transport du minerai de fer. Tout à fait. Là, justement, on relève quand même une volonté politique d'abord pour exploiter cette mine qui est parmi peut-être les plus importantes au monde aussi. Et puis aussi, cette volonté politique des pouvoirs publics se manifeste par cet investissement important d'une voie ferrée de 930 km. 950 km. Oui, tout ça, c'est-à-dire c'est supporté par le Trésor public. Parce que même la rentabilité de cette mine est inhérente aussi à la réalisation des infrastructures d'accompagnement. Et puis, il y a aussi là cette volonté aussi d'industrialiser le pays, parce que qu'on le veuille ou non, la sidérurgie, la métallurgie, c'est la base de toute industrie d'un pays. Même demain, l'automobile, on parlait de l'automobile, donc toute cette industrie, quand on fera l'acier plat, c'est la base pour l'industrie automobile, l'électroménager, etc. Donc, il faut aussi se positionner du moment que notre pays est doté de cette ressource en minerai de fer, donc on peut se positionner parmi les leaders au monde en matière
que ce soit d'exportation du fer et d'industrialisation. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la hauteur de la Chine, de l'Australie, etc., qui sont les leaders mondiaux en la matière. Mais la comparaison n'est pas raison. Oui, mais on doit avoir cette ambition du moment que nous avons ces ressources. Nous avons cette mine, par exemple. Et nous avons aussi... Oui, on a d'autres mines. Il n'y a pas que Garage Bilat. Il y en a d'autres, Lounza, par exemple. Donc, je pense que c'est très ambitieux et ça donne même de l'espoir pour notre pays quand on voit des projets d'envergure à la hauteur de Garage Bilat, le phosphate aussi. Et c'est ça la volonté d'industrialiser le pays, mais aussi de créer un développement socio-économique, un développement équilibré, parce qu'il s'agit aussi de développement des zones du sud du pays, Tindouf, Bichar. Et quand il y a une voie ferrée, donc c'est une voie aussi. Le train, c'est le meilleur transport au monde. Donc, c'est le transport... le meilleur levier de développement. Et c'est l'un des facteurs essentiels pour le développement, pour la croissance économique et pour créer la vie au niveau des wilayas du Sud. Le train, on a vu aux États-Unis d'Amérique comment ils ont développé les films qu'on voyait à l'époque, avec le développement des chemins de fer. Oui, donc c'est un facteur essentiel pour créer la vie économique et la vie sociale. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le président de la République a parlé même de la création d'une ville minière carrément à Tindouf, parce que ce projet-là, il sera accompagné aussi par plusieurs projets industriels, c'est-à-dire de transformation de minerais de fer. Il y aura les lingots d'acier qui seront transformés à Bichar, à Tindouf, etc. Donc toute une chaîne de valeur qui va être créée à partir de cette mine de Garage Bilat. Donc il y a un effet d'entraînement intéressant en matière de développement économique d'abord, mais aussi socio-économique pour toute la région du sud du pays. Et puis il y a aussi le corridor. Donc quand on développera cette voie ferrée sur 930, reliée jusqu'au port d'Oran, donc on a déjà un corridor commercial vers la Méditerranée. Et c'est ce corridor commercial aussi qui peut être transformé en corridor d'exportation, que ce soit vers l'Afrique, pourquoi pas, vers l'Afrique et vers la Méditerranée. Et pourquoi pas aussi assurer la relation entre le Nord et le Sud, parce que l'Algérie du Nord connaît que le Sud. Ce serait une belle comment dirais-je, colonne vertébrale pour réunifier le pays, je pense. Mahdi, il existe une véritable volonté politique destinée à ériger un réseau ferroviaire dense et moderne. Il faut insister là-dessus également. Le président de la République avait bien dit qu'aucune région ne serait épargnée par justement le développement économique, infrastructurel et surtout sur les moyens de locomotion. Il ne voulait plus qu'il y ait des zones perdues, peu importe sur le territoire national. On a un avantage qui est aussi un désavantage, c'est qu'on a un très très grand pays, le 10e plus grand pays du monde en termes de superficie, et que tout ça, ça coûte énormément d'argent. On a des capacités justement de ressources financières grâce à notre économie qui nous permet d'avoir, et c'est aussi important de le préciser, un financement 100% étatique. Ça veut dire qu'on ne prend pas de crédit sur différents consortiums étrangers pour pas qu'il y ait un diktat contre l'être économique pour financer des projets de telle envergure. Des projets comme ça en Europe, il faut savoir que les pays s'endettent pour le faire. Nous, on le fait avec notre argent. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est que, c'est la SNTF, la SNTP, Société Nationale de Travaux Publics, qui est le maître d'ouvrage de ces différents projets. Et surtout, considère également, et surtout, ce sont des projets algéro-algériens qui sont faits avec des consortiums, mais ce sont des projets algériens et qui sont payés par l'Algérie, sans aucune... Dans un montage financier compliqué. Avec une dette à l'extérieur, avec des fonds d'investissement étrangers qui prennent des pourcentages à ne plus savoir quoi en faire. Mondial, FMI, exactement. Donc c'est très important de savoir aussi nous avons les capacités de développement que le président de la République a instruit pour justement qu'aucune région du pays ne soit négligée. Mohamed Achir, gardez votre idée, on revient dans quelques instants pour continuer à en parler.